Je vous salue, je vous remercie, je vous encourage en même temps. Pourquoi? Parce que vous êtes mes partenaires. En tout cas, je vous remercie. Parce que vous savez que c'est ici que nous devons réfléchir, échanger, interagir sur des questions qui concernent prioritairement notre pays, la République démocratique du Congo. C'est ici, pas ailleurs, ici. www.proinfo, info avec s.net. Informer ceux qui ne sont pas informés, leur dire que c'est ici. Abonnez-vous massivement. Ce serait un cadre où nous allons échanger, nous allons continuer à échanger, nous allons continuer à parler de notre pays, nous allons aider, en tout cas, ceux qui ont peut-être à un moment la chance de diriger ce pays. L'objectif reste le même. Servir notre pays, travailler pour l'intérêt de notre pays. On n'a que celui-ci comme pays. On n'a pas un autre pays. Le principe, sinon la philosophie, ou encore la pensée qui a caractérisé mon agir, moi, Pascal Ouondje, c'est la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui, j'insiste là pour évoquer une question principale de l'échange de ce soir. Le pardon de Kalev Moutom, l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, ANR en sigle. Son ancien patron, on l'appelait homme fort du régime, Kalev. À l'époque, je vois des arrestations. Ah, peut-être que c'est le service. Peut-être qu'il y avait des raisons. Mais lorsqu'il y avait des arrestations ciblées, les acteurs politiques, les membres des partis politiques, je ne veux pas parler du service parce que je dois vous rappeler ici que l'ANR, c'est un service d'intelligence. Les gens très intelligents sont là. Les gens réfléchissent pour protéger le pouvoir. C'est du pouvoir que l'État également est conservé. De ce point de vue, il n'y a pas de débat. Mais seulement un comportement ajusté est toujours important. Parce que toujours mettre en tête que moi, aujourd'hui, j'occupe des fonctions. Je travaille. Il est vrai que je protège le pouvoir. Il est vrai que je protège l'État. Mais demain, je ne serai pas là. Il faut que si je dois poser un acte en termes d'arrestation, en termes d'interpellation, que ça soit contre ces mauvais citoyens qui cherchent à déstabiliser le pays. Et leurs arrestations ne vont pas impacter votre morale. Vous n'allez pas vous reprocher parce que vous aurez posé un acte juste pour l'intérêt de tout le monde. Mais si c'est parce que, pour des raisons politiques, poussées par les politiques, et vous maltraitez vos propres frères, quand vous arrivez à poser de tels actes, mettez en tête que vous êtes en train de vous détruire. Un jour, vous serez rattrapé. Voilà le pardon de Kalev aujourd'hui. Qui eût cru? Qui pouvait penser qu'un jour, il sera un homme faible pour demander pardon aux plus faibles? Tout coule. On arrête à son temps, parce que c'était une habitude d'arrêter les hommes politiques, les opposants, pratiquement chaque jour qu'ils étaient arrêtés, torturés. Je vois Jean-Bertrand Ewanga, que je salue, torturé, arrêté, parfois injustement. La raison n'est pas toujours bien fondée. Je vois Diomi Ndongala. On l'arrête. Pour la première fois, bon, c'est pas là où on l'avait gardé pendant longtemps possible. Il sort visiblement abattu, visiblement fatigué, comme qui était malade. Et pour la deuxième fois, on l'amène jusqu'en prison. Je vois le cas de Jekoko Mulumba, qui vomissait même du sang, qui a pris tout le temps à l'ANR. Mais pour que on vous transfère au parquet,
Ça peut prendre des mois et des mois. Les combattants de l'UDPS, on ne saura même pas les citer. Les membres des mouvements citoyens, on ne sait même pas les citer. Qu'est-ce qu'ils cherchaient ces gens? Que ce soit les membres des partis politiques, les acteurs actifs des partis politiques, les membres des mouvements citoyens. Ils ne cherchaient que le bonheur du pays. Ils ne cherchaient que le changement. Je ne vois pas qui avait les armes, mais il fallait les torturer, il fallait les maltraiter, il fallait les faire souffrir. Beaucoup sont restés avec des séquelles. Beaucoup sont restés avec des maladies chroniques à cause de ces mauvais traitements-là. Et finalement, lorsque le régime change, ils ont saisi la justice pour dire que nous avons été torturés, nous avons été maltraités. Et il faudrait que la justice soit faite. On va chercher Kalev, parce qu'on l'avait déjà changé de fonction. Il va se soustraire, il va se cacher pendant longtemps possible. Il va se soustraire, il va se cacher. Il réapparaît avec le pardon. Il demande pardon. Cette fois-là, il devient citoyen. Monsieur Kalev devient citoyen. C'est une très bonne chose. Si ce comportement allait le caractériser bien avant et bien longtemps, mais il allait servir la nation normalement. On ne peut maltraiter, on ne peut arrêter, on ne peut faire souffrir que ce mauvais citoyen qui avait de mauvaises intentions pour déstabiliser non seulement les institutions, mais substantiellement le pays. Mais vous arrêtez vos propres frères qui n'avaient aucune intention, simplement parce qu'ils ont fait des déclarations politiques. Non. Il sort, il demande pardon. Et j'ai aimé la réaction de Diomi Ndongala. J'ai aimé également la réaction de Jean-Bertrand Ewanga. Nous acceptons votre pardon. Ça, c'est extraordinaire. Nous acceptons votre pardon, mais le jugement de Dieu existe. Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu la position de Gekoko. Mais à partir du moment où la justice a été saisie, le parquet a été saisi, je pense que le dossier, ça a l'air même si vous demandez, vous dites, nous l'avons pardonné. Oui, ça c'est l'acte moral. Ça passe. Mais la justice, je crois qu'il doit poursuivre. Est-ce qu'il est bon, au fait, au nom du pardon, tout oublier, c'est que on a commis comme mauvais acte contre le pays, contre ses propres citoyens. Est-ce que ce ne sera pas aussi une façon d'encourager les autres de faire le mal et mettre en tête que demain, on va aussi me pardonner comme je vois, on pardonne aujourd'hui tel et tel. Est-ce que par des interpellations judiciaires, ce ne sera pas une bonne façon de décourager ceux qui posent des actes, de tels actes aujourd'hui, pour que demain ils comprennent que quand ça va changer, quand mon temps prendra fin, je risquerai de subir comme tel subit. À nous d'apprécier, aux Congolais d'apprécier. Mais de mon point de vue, d'un côté, il y a des pardons moraux, d'accord, mais de l'autre côté, il faudrait qu'on laisse aussi la justice faire son travail. Parce que ça va aider ceux-là qui parfois tentent à poser de mauvais actes, de torture par exemple, contre leurs propres frères, se disent attention, il y aura un temps où tout va s'arrêter. Lorsqu'on a le pouvoir pour les Congolais, je ne sais pas si ils aiment toujours qu'ils soient glorifiés, qu'ils soient considérés comme des extra-humains ou comment, je ne sais pas. Leur pouvoir, c'est juste, n'est-ce pas, l'acceptation de plusieurs de vos frères et sœurs sur votre personne pour les diriger, pour sécuriser leur vie. Il n'y a pas autre chose que ça. Et c'est spirituel. Nous vous acceptons comme tels. De nos forces spirituelles, nous vous les confions
pour que vous soyez plus forts pour nous diriger. D'abord, c'est nous qui acceptons que vous soyez là où vous êtes. Parce que c'est la conséquence normale. On pose l'acte à travers les élections, une personne est élue, c'est lui qui nomme, c'est cette force-là. C'est une acceptation spirituelle simplement. Mais vous transformez cette acceptation spirituelle et vous devenez l'homme très fort, comme si vous vous êtes imposé pour être là et vous allez continuer à vous imposer à être là jusqu'à l'infini. Non, ça finit toujours par prendre fin. Et c'est là où je dis, je salue ce qui se prépare également et ce qui se fait, surtout avec la remise et reprise au niveau de l'armée. Là aussi, il y a eu des gens qui ont cru à un certain moment qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, ils peuvent tout compromettre contre le pays pour leurs propres intérêts. Non. On vous confie une responsabilité. La première des raisons, sinon le premier objectif, c'est d'aider le pays, de protéger vos citoyens, de protéger les biens de vos citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas passer aussi par des actes pédagogiques, même si quelqu'un a mal fait, il a mal posé un acte, il a mal fait. Vous ne pouvez pas l'appeler. Bon voilà, prochainement il faut éviter ça. Parce que ce que vous avez fait là, ça risque de créer ça. Non, directement, il faut l'arrestation. Non. Quand vous arrêtez quelqu'un, il faut en même temps mettre en tête les conséquences que vous posez dans sa famille. D'abord, restreinte, soustraire un père d'une famille, les soumettre dans les conditions difficiles, laisser ses enfants dans cet état-là pendant longtemps possible. Et vous, aujourd'hui, vous demandez pardon. Est-ce que c'était difficile de comprendre déjà à son temps? C'était pas difficile. Mais simplement, à un certain moment, lorsqu'on a le pouvoir, on ne pense jamais quitter. Mais je vais vous informer, vous allez me demander après. Pas aujourd'hui, vous n'aurez pas une bonne réponse. Mais ceux qui seront très intelligents pourront comprendre. Certains secrétaires généraux des partis forts hier au pouvoir commencent à changer de position. Je reprends. Certains secrétaires généraux des partis puissants hier au pouvoir, partis au pouvoir hier, d'autres changent déjà de position. Et vous allez découvrir leur nom d'ici quelques jours. Visiblement, ils ont traversé. Et alors, on est Congolais finalement. On est Congolais. Quand je regardais la fois passée sur certaines images, je vois Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, avec Emmanuel Chadari, le secrétaire général du PPRD. J'ai vu le secrétaire général de l'ESID, ainsi de suite. Mais ils étaient ensemble en train de rire, même si visiblement ils cherchaient le numéro d'Augustin Kabouya. Mais vous voyez qu'ils étaient en train de rire. Ils sont ensemble, on est ensemble. On est fils de ce pays. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, c'est votre tour. Pas de problème. Demain, ce sera le tour de l'autre. Mais ainsi fonctionne la société. Aujourd'hui, c'est pour toi. Demain, c'est pour moi. Mais lorsqu'on a le pouvoir, si on met toujours en tête que c'est moi le plus fort, ça finit toujours par vous rattraper. Et d'ailleurs, nous aurions dû être les premiers à comprendre comment ce pays a fonctionné dès notre accession à la souveraineté nationale. Mais nous avons des exemples quand même, on peut citer. Nous avions vu les Lumumba et les autres. Aujourd'hui, où sont-ils? La génération est partie. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un, vraiment, avec lucidité, qui a été à l'époque de Lumumba et de Kasavubu, ainsi de suite. Ils sont partis. Vanité de vanité, ils sont partis. Deuxième génération est venue. Parce qu'à l'époque, le Mobutu était encore plus jeune. Lui aussi va prendre le pouvoir, il va engager les gens. Jusqu'à 97. Pratiquement tous ceux qui étaient avec Mobutu, aujourd'hui, c'est effacé.
Les hommes forts à son temps. Personne aujourd'hui. Ils sont tous partis. Vous prenez ceux qui étaient avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Je vois les Kakoudji, je vois les Mawampanga. Mais ils sont tous partis. Tous, ils sont partis. Vanité de vanité. Je vois ceux qui étaient avec Joseph Kabila, pas très longtemps ici. Il est difficile de les voir à la place publique. Ceux qui parlaient trop là, il est difficile de les voir aujourd'hui à la place publique. Ils ont disparu. Ils sont là, bien sûr, mais ils ont disparu. Ils sont redevenus des citoyens normaux. Ils sont redevenus des hommes normaux. Parfois, ils sont rentrés dans les résidences de leurs pères. Ils sont retournés dans leur quartier datant, qu'ils avaient oublié, qu'ils avaient fui. Et sans réhabiliter ces quartiers-là. Là, c'est le comportement spécifique ou particulier du Congolais. Il habite Kingabois, il est nommé ministre, il quitte Kingabois, il va, et lorsqu'il n'est plus ministre, il revient à Kingabois. Et pendant qu'il est ministre, à Kingabois, c'est dans ces conditions-là, rien ne change. Parce que je ne peux pas rester aussi à Kingabois. Je reste, je suis ministre. Ils sont passés. Et maintenant, c'est une autre génération qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est là où moi je dis, moi Pascal, toujours mettre en tête, avoir la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, demain nous ne serons pas au pouvoir. Nous devons travailler pour l'intérêt de la nation. Et c'est là où moi je pousse à ceux qui ont la possibilité de nous protéger, qu'ils fassent correctement le travail. Ici, entre autres, les militaires, pour la protection de l'intégrité territoriale, ils doivent faire le travail. La police doit également bien faire son travail pour sécuriser les personnes et leurs biens. L'ANER doit bien faire son travail pour sécuriser le pouvoir. La DGM également, veiller sur les infiltrations. Et d'autres services, bien entendu. Chacun à son niveau. Et lorsqu'on pose des actes, parce que tout concourt à la bonne organisation de l'État, et nous aurons un État avec des citoyens consciencieux. Même si les choses pourront changer, on va dire, voilà, nous acceptons maintenant la continuité. Nous aurons imprimé un exemple pour les autres. Mais si on va mettre l'autosuffisance au premier plan, j'ai le pouvoir, d'abord c'est moi, vous devez d'abord me voir. On doit vous voir. Demain, ça va changer. Quand le soleil s'élève le matin, il ne reste pas statique. Il bouge, il va, ensemble avec votre montre. Vous regardez, l'aiguille bouge. C'est 12 heures, c'est 13 heures, c'est 14 heures. Il couche. Vous allez coucher, vous couchez aussi. Vous allez vous réveiller le matin. Et c'est comme ça que ça bouge. Et ça circule, ça avance, ça part, ça rentre. Qui pouvait croire, il y a quelques jours, que Gekoko pouvait être le vice-gouverneur de la ville? Il vomissait du sang à la prison centrale. Qui pouvait croire? Qui pouvait croire que Félix Tshisekedi d'aujourd'hui serait président de la République? Il avalait des gaz lacrymogènes ici sur le boulevard. Je me dis, même les policiers qui lançaient des gaz là, aujourd'hui, lorsqu'ils voient le président, ils se disent quoi? Ici, sur le boulevard. Comme il aimait trop marcher parce que c'est un vrai combattant. Voilà pourquoi nous devons, lorsque nous avons des responsabilités, avoir comme premier objectif travailler pour l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, vous allez constater, comme nous avons évoqué dans le précédent numéro, les agitations des acteurs politiques parce qu'élection. Parce qu'élection, la famille n'existe plus. Parce qu'élection, de bonnes relations n'existent plus. Parce qu'élection, nous devons nous entretuer. Parce qu'il veut occuper des postes. Il veut avoir des fonctions. Vous aurez des fonctions. Mais pour faire quoi avec ces fonctions-là? Ce pays a connu des moments ici où on ne savait même pas, en tout cas, canaliser les recettes. La preuve, de 2001 jusqu'en 2018, nous sommes limités simplement à 5 milliards de dollars américains.
18 ans d'Iran. Et à l'espace de 3 ans et demi aujourd'hui, on est passé de 5 milliards à 16 milliards de dollars américains. 3 ans et demi, on a triplé. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a mis un peu de la conscience. Et nous devons tous avoir cette mentalité citoyenne pour qu'on soit à mesure de différencier ce qui est commun, ce qui est privé. J'aime parce qu'aujourd'hui, les institutions fonctionnent sans beaucoup de marge en termes d'argent. Les primes et un désordre, comme ce fut le cas hier, on canalise les recettes vers les objectifs essentiels. Et ça produit des faits. L'effet, c'est dans le paiement de l'argent de l'État. Le social, ce n'est pas que tout le monde, même quand quelqu'un qui ne travaille pas, il ne peut bénéficier qu'à travers l'implication. Et cette implication, c'est lorsque les agents de l'État sont bien payés, ils ont cet argent, ils peuvent acheter ce qu'ils peuvent acheter dans la ville, ainsi de suite, et l'argent circule. Même celui qui ne travaille pas peut, cette fois-là, avoir l'argent. Est-ce que les agents de l'État aujourd'hui, avec ce régime, parce que je parlais du budget qui a triplé, ces agents se retrouvent? Voici la question fondamentale. Je dis oui. J'aime le débat sur la présentation du budget, et ça, je vais aimer. Je dis oui. L'enseignant. Je prends le cas des enseignants. Nous avions eu avec Isaïe Dingoma, Mboudi, qui a fait le débat à l'époque de 1+4. Jamais exécuté. Les enseignants n'ont pas lâché, ils ont continué à exiger. Et on aura Bibois. Jamais exécuté. Et le salaire de l'enseignant est resté à 90 000 francs congolais. Il a fallu que le régime change. C'est là aussi la beauté de la démocratie. Le régime change. Avec Félix Tshisekedi en tête, aujourd'hui l'enseignant est passé de 90 à 220. Ça c'est le premier palier. Mais on applique le deuxième palier. Parce que pour que finalement l'enseignant ait au moins le salaire de 800 dollars américains. Il y a premier palier, deuxième palier, troisième palier et quatrième palier. Mais avec ce régime, le premier palier est déjà appliqué, le deuxième palier est en train d'être appliqué. Ce qui n'a pas été fait depuis 1+4 et jusqu'à la mort de Zaïd Ngoma, l'initiateur, et jusqu'à la sortie de Joseph Kabila, parce que c'est toujours lui qui fut président de la République. Rien n'a été fait. Est-ce que pour ça, on ne peut pas encourager? Je dis, j'encourage. Pourquoi? Quand vous allez chez moi, mon village, c'est Bokempata, c'est très loin. Dans mon territoire décollé, dans la province du Sankourou, dans l'espace du Grand Kassai. Mais un enseignant qui touche plus de 420 000 francs congolais. Mais c'est un monsieur. C'est un monsieur capable de tout acheter. Et ça peut stimuler d'autres à devenir enseignants. À un moment, les gens se moquaient même des enseignants. À un moment, les gens ne voulaient plus l'enseignement. Maintenant, ça peut, et ça commence à stimuler les gens à aller vers l'enseignement. C'est déjà une bonne chose. On tend vers la fin, et je veux dire, nous sommes pratiquement à la fin, mais la question fondamentale a été d'interpeller le comportement lorsque vous avez des responsabilités. Nous avons pris l'exemple de Kalev, l'ancien patron de l'ANER, aujourd'hui, qui se transforme en homme faible, qui demande pardon, et alors qu'hier, il ne pouvait pas pardonner quiconque. Lui ne savait pas pardonner, il ne pouvait pas pardonner quelqu'un. Mais aujourd'hui, il demande pardon. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez voir comment les gens se comportent. Ils sont malades. Ils étaient comme vous. Ils étaient comme nous. Et c'est quoi? L'habillement, l'argent pour aller manger, l'argent pour voyager, le véhicule, la maison,
Nous construisons le monde à notre manière. Et c'est là où j'appuie même la philosophie de David Hume. Le monde n'existe pas. C'est nous qui construisons ça. Des images inutiles nous mettons dans la tête. Et pourtant, c'est éphémère. Ça passe vite. Vous avez 60 ans. Mais il ne vous reste que 20 ans. C'est pas possible. 20 ans, vous avez 40 ans, 80 ans. Mais c'est tout, c'est fini, c'est la fin de la vie. Vous avez 70 ans, mais il ne vous reste que 10 ans. Vous avez 50 ans, il ne vous reste que 30 ans. C'est pas beaucoup. Vous avez 40 ans, il ne vous reste que 40 ans. Si vous irez jusqu'à 80, c'est fini. Dès 80, il n'y a plus vie. N'y a-t-il pas moyen, lorsque vous avez 60 ans, vous avez 70 ans, de dire « Je suis en train de partir. Que dois-je faire pour la génération à venir, moi, maintenant là ?» Il y a une opportunité qui se prend devant moi. Je n'ai que 20 ans. 20 ans, ça ne dure pas. Moi, je viens de terminer les études ici pas très longtemps, mais plus de 20 ans déjà passés. Que dois-je faire parce que je suis en train de partir? Une opportunité entre mes mains. Je dois tout faire pour que ceux qui viendront après moi ne connaissent pas le passé difficile que moi j'ai connu. Vous préparez l'avenir de tout le monde. Mais si nous allons construire le monde de notre manière, en se mettant le plus grand, l'immortel, et vouloir marcher sur les autres, vouloir maltraiter les autres, parce que nous aurons construit le monde de notre manière, si c'est de cette façon-là, c'est que nous sommes des vrais inutiles. Je paraphrase mon vieux Modeste Mutinga, la République des inconscients. Merci, à la prochaine.